Le domaine des comtes de Crépy-Nanteuil résulte du partage, vers 1035, par Raoul III, de l'ensemble castral entre ses deux fils. Raoul IV de Crépy, le fils aîné, reçut le château existant avec tous les symboles de la seigneurie féodale, et Thibaut, le seigneur de Nanteuil, reçut un domaine situé au sud-est de cet ensemble, dont on ne connaît actuellement ni les limites réelles, ni les éventuels bâtiments qui y étaient construits. En effet, l'étude de deux bâtiments constitutifs de ce domaine, encore visibles aujourd'hui, l'auditoire et la chapelle Saint-Aubin, montre, comme nous le verrons, qu'ils ont été construits vers les XIIe et XIIIe siècles, empêchant probablement toute recherche de vestiges de bâtiments qui auraient été construits ou conservés depuis la scission. Comme dans le cas du château des comtes de Crépy, il existe donc un hiatus d'environ 150 ans sur la nature réelle des biens qui furent transmis à la branche des seigneurs de Crépy-Nanteuil. En ce qui concerne l'organisation de l'espace de ce domaine, nous avons observé sur les plans et documents du XVIIe siècle que lors de l'installation du couvent des Ursulines, ces dernières firent construire un mur entre le deuxième contrefort de la chapelle Saint-Aubin et le coin nord-est de la chapelle Saint-Nicolas pour séparer nettement leur domaine de celui constitué par l'auditoire et la chapelle Saint-Aubin. On en a déduit qu'antérieurement, il n'existait pas de séparation entre le château et l'auditoire. Or, il n'en était rien au Moyen-Âge. En effet, on ne saurait expliquer rationnellement l'absence d'une séparation et les présences simultanées d'une porte charretière et d'une porte piétonnière sur le rempart sud-est, donnant accès à la ville via la terrasse de l'auditoire, ainsi que celle d'une troisième porte, localisée au nord de la chapelle Saint-Nicolas, autorisant la circulation interne entre le château et le fort. Une information supplémentaire en faveur de la présence d'une séparation nous est fournie par l'épisode de la prise de Crépy vers 1430 par les Anglais, qui fut accompagné de la mise en place de canons à l'étage de la chapelle Saint-Aubin pour bombarder le château. Or, ces dispositions auraient été inutiles pour les assaillants, installés dans la chapelle, si la circulation était libre vers le château. Il faut donc bien admettre qu'il existait un obstacle que l'on peut supposer être soit un fossé, soit un mur, et qui aurait été implanté approximativement comme le montre la diapositive en cours. Par ailleurs, Jean Mesqui émet l'hypothèse que la terrasse entre l'auditoire et le rempart fit partie d'un processus probable d'extension de la ville sur son ouest et au sud-ouest qui transforma en cul-de-sac la ruelle menant vers l'église Saint-Denis. Ce processus fut accompagné de la construction d'une clôture entre l'auditoire et la ville qui apparaît sur un inventaire des lieux établis en 1439 pour réparer les dégâts commis par les combats en 1430. Cette clôture inséra un puits présent sur le lieu bien avant elle. Ce puits dans le mur est visible encore aujourd'hui. Pour mémoire, les bâtiments du domaine des comtes de Crépy-Nanteuil se situent à l'extrémité sud-est de la zone réservée aux seigneurs. Ils sont au nombre de 2 et ils sont bâtis perpendiculairement entre eux. Le premier est la chapelle Saint-Aubin, orientée sud-ouest-nord-ouest, et le second est le logis seigneurial, orienté nord-ouest-sud-est. Considérons en premier la chapelle Saint-Aubin. Cette chapelle fut dédiée à saint Aubin, un abbé breton du haut Moyen-Âge, 5e-6e siècle, devenu, contre son gré, évêque d'Angers par acclamation populaire. Dès l'abord de l'édifice par l'extérieur, l'attention de l'observateur est attirée par une corniche à modillons, passant au-dessus des 4 contreforts, encadrant les 3 travées de la chapelle. Cette corniche devait soutenir une première toiture. On apprend ainsi qu'il fut procédé à une certaine époque à la surélévation du toit. On peut donc distinguer 2 phases de construction. Dans la première phase, l'édifice présentait un seul étage, ou rez-de-chaussée, voûté sur ogive, comme montré sur la diapositive en cours. Stricto sensu, ce bâtiment constituait à lui seul la chapelle Saint-Aubin, et non le bâtiment ultérieur à 2 étages que l'on désigne aujourd'hui, par abus de langage, comme la chapelle Saint-Aubin. Du point de vue fonctionnel, l'édifice possédait sur sa façade est une porte d'entrée donnant sur la ville. Cette porte était surmontée d'un tympan sous cordon d'archivolte. De façon symétrique, la façade ouest était équipée d'une porte rectangulaire avec linteau permettant d'accueillir les nobles et les ecclésiastiques de la zone seigneuriale réservée. On voit ainsi la présence d'un système de mode d'accès au bâtiment
fonction du rang occupé dans la société. Ce mode d'accès, qui isolait le domaine seigneurial de la ville de Crépy, fut conservé lors de la seconde phase de construction de l'ensemble. On remarque enfin que l'édifice est bien éclairé, car il est pourvu de 3 travées avec 2 grandes baies, une sur chaque façade, qui se présentent toutes comme des lancettes ébrasées de part et d'autre d'un mur qui les supporte sous cordon d'archivolte. À l'intérieur de la chapelle, dont les dimensions dans l'œuvre sont de 14,20 m sur 5,75 m, le mur de chevet supporte 3 baies de même facture que les précédentes. Les voûtes d'ogive se terminent sur des consoles murales décorées, permettant l'élimination de colonnettes support, dégageant ainsi l'espace disponible pour la décoration des murs. Une peinture très dégradée sous une console semble représenter la mise au tombeau d'un ecclésiastique notable, probablement Saint-Aubin. Selon un examen architectural détaillé de l'ensemble effectué par Jean Mesqui, la date de construction de la chapelle devrait se situer vers 1170-1180, à l'époque de Thibaut III de Crépy-Nanteuil, qui en aurait donc été sans doute le commanditaire. Cette date est consolidée par le testament rédigé en 1182 par Thibaut, qui lègue à l'église Saint-Aubin la dîme qu'il avait à Néry et Lévignan afin de vêtir et de nourrir les 2 chanoines, Hugues, chapelain de l'église, et Guillaume, son collègue, qui servent Dieu en la dite église. Enfin, on note qu'à cette époque, la chapelle fonctionne comme un édifice indépendant de toute autre structure qui aurait pu exister en sa proximité. Dans la seconde phase de construction du bâtiment, l'étage supérieur fut destiné à une nouvelle chapelle, dédiée cette fois à la Vierge. Cette chapelle Sainte-Marie est attestée en 1239 par Adam de Chambly, l'évêque de Senlis, qui précisait dans le règlement du chapitre qu'il existait une chapelle Sainte-Marie au-dessus de la chapelle Saint-Aubin, dont les 6 chanoines devaient assurer tour à tour le service hebdomadaire, la chapelle basse d'abord, puis celui de la chapelle haute. L'examen de la façade du bâtiment surélevé montre que les fenêtres du second étage s'inscrivent dans un style architectural très proche de celui utilisé sur les grandes baies du rez-de-chaussée, ce qui laisse supposer que cette nouvelle construction a succédé d'environ une vingtaine d'années à la première. On attribue donc à Philippe Ier de Nanteuil la surélévation de la chapelle Saint-Aubin. Son fils Philippe II de Nanteuil, qui lui succéda en 1227, ne fit que confirmer les lignes directrices imprimées par son père. Le seul point architectural distinctif de la surélévation sur la façade est se résume à la position de la fenêtre la plus au nord-est qui est en décalage par rapport à la grande baie correspondante du rez-de-chaussée, ceci afin de laisser passer les eaux d'évacuation de la chapelle Sainte-Marie. L'entrée de cette chapelle s'effectuait par une porte creusée sur le mur pignon sud de la surélévation. Il n'y avait donc pas d'accès direct du public à l'édifice. On est donc conduit à penser que la chapelle Sainte-Marie fut construite à la même époque que la grande salle du bâtiment perpendiculaire, l'auditoire, et que cette chapelle était réservée aux seigneurs qui y avaient un accès permanent et privé. À l'intérieur de la chapelle, le mur de chevet supporte 3 fenêtres à forme de lancettes ébrasées, analogues à celles de la chapelle Saint-Aubin. En revanche, les voûtes d'ogive sont remplacées par une charpente soutenant le toit surélevé. Les statues que l'on peut admirer aujourd'hui font partie des objets d'art présentés par le musée du Valois. Pour assurer la communication entre le 3e niveau de l'auditoire et la chapelle Sainte-Marie, un bâtiment de raccord fut construit simultanément entre les 2 premiers. Comme les chanoines de la chapelle Saint-Aubin devaient tour à tour, nous l'avons vu, desservir l'une et l'autre chapelle, il fut mis en place dans ce bâtiment de raccord un escalier à vis au niveau du dernier contrefort de la chapelle Saint-Aubin pour permettre la circulation des ecclésiastiques entre les 2 chapelles. De plus, une salle capitulaire pour les chanoines fut créée à un niveau intermédiaire du même bâtiment pour que ceux-ci puissent accéder à l'une ou à l'autre des 2 chapelles. De l'extérieur du bâtiment de raccord, on remarque particulièrement une porte au rez-de-chaussée. Celle-ci n'existait pas au Moyen-Âge, car à cette époque, un seul accès était offert aux Crépinois, qui devaient n'entrer exclusivement que dans la chapelle Saint-Aubin. En fait, le style de cette porte, encadrée par des colonnes Renaissance,
ainsi que les monogrammes en ferrure portant les initiales H pour Henri IV et M pour Margot, son épouse, révèlent une date de construction de cet accès au XVIIe siècle. La porte créait ainsi dans le bâtiment de raccord un espace de distribution pour la circulation vers les chapelles ou vers l'auditoire, appelé à remplir d'autres fonctions que celles de logis du seigneur. Une autre modification notable du bâtiment de raccord, concernant son troisième étage, intervint au XVIIIe siècle. Un système de levage à roues fut mis en place pour permettre l'entrée et la sortie de sacs de grains entreposés dans la grande salle de l'auditoire, malheureusement transformée à cette période en grenier. Des traces sur les murs de la grande salle indiquent encore les hauteurs de cet entreposage. Le bâtiment que nous appelons l'auditoire était composé, si nous excluons le bâtiment de raccord que l'on vient de décrire, de trois principaux sous-ensembles qui sont, vus de l'extérieur, relativement homogènes puisque leurs murs sont identiquement constitués par des moellons avec chaînage des angles en moyen appareil. Mais cette homogénéité d'apparence ne peut pas cacher les nombreux remaniements et reprises dont ils ont fait l'objet depuis le Moyen Âge. Le bâtiment principal, de 19,50 m de long sur 9 m de large, dans l'œuvre, comprenait initialement 3 niveaux d'un seul tenant. Il comportait au coin de son extrémité sud un début de contrefort dont il est difficile d'expliquer aujourd'hui la présence. Côté est, au-dessus de son dernier niveau, on peut observer un chemin de ronde qui a probablement été équipé d'un parapet crénelé. En réalité, ce chemin de ronde, relativement court, était plutôt destiné à une symbolique de fortification féodale qu'à un usage militaire réel. Du côté ouest du bâtiment, on observe également la présence d'un autre chemin de ronde construit dans la même intention. La façade du bâtiment souligne l'importance des remaniements qui l'ont affecté au cours des siècles. Au centre de la façade, 2 traits verticaux dans la maçonnerie, entre le toit et le sol, indiquent l'existence passée d'un conduit de cheminée dont nous avons pu remarquer la présence dans la représentation ancienne dessinée par Duvirt au début du XVIIe siècle. Ce conduit ressemblait à un contrefort, comme le montre encore aujourd'hui le pignon ouest du second bâtiment de l'ensemble. On peut par ailleurs observer la succession des fenêtres, qui se distinguent soit par la variété de leur style, soit par les traces laissées par des anciennes fenêtres. Une proposition d'élévation de ce bâtiment au Moyen Âge, effectuée par Jean Mesqui, permet d'illustrer notre propos. Les fenêtres et les ouvertures, aujourd'hui sur cette façade sud, sont nettement différentes en nombre, en position et en style de celles du Moyen Âge. On note enfin que les fenêtres actuelles du dernier niveau, qui ressemblent beaucoup à celles des temps anciens, ont été reconstruites à notre époque. Le second bâtiment de l'ensemble se situe dans la partie ouest de l'édifice. Il mesure dans l'œuvre 8,70 m de long sur 5,60 m de large. Ce bâtiment a clairement joué le rôle d'un espace habitable de type chambre à 3 niveaux. Comme l'indique le plan du 3e niveau de l'auditoire, la chambre était accessible par des couloirs situés dans le mur goutreau sud du bâtiment principal. Sur son côté nord, un appendice a été rajouté pour servir d'antichambre. La chambre du 3e niveau, bien éclairée et chauffée, dotée de bancs en pierre aménagés dans l'embrasure de fenêtres appelées coussièges, faisait office de chambre du seigneur. Elle se situait à proximité immédiate de la grande salle d'apparat, où le seigneur accueillait quotidiennement ses hôtes et organisait des réceptions. La grande salle et la chambre, avec la chapelle privative Sainte-Marie, accessible au même niveau, constituaient ainsi un symbole majeur de la féodalité, le triptyque généralement décliné en latin sous la forme aula, camera et capella. Quant au 3e et dernier bâtiment de cet ensemble, le plus petit, qui est occupé aujourd'hui par un escalier, il fut utilisé comme un bâtiment annexe où se trouvaient la garde-robe et les lavabos-latrines. À l'intérieur du bâtiment principal, de nombreuses modifications sont intervenues. Le 3e niveau du bâtiment est celui qui a le moins souffert de ces transformations. La grande salle a conservé son volume primitif et elle est couverte par une charpente remarquable en châtaignier, en coque de vaisseau renversé. Selon la tradition, cette charpente aurait été construite au XVe siècle, mais il n'est pas exclu qu'elle soit en réalité datée du XIIIe siècle, époque de la construction du bâtiment. Un escalier installé dans le mur goutreau nord permettait un accès direct à la grande salle.
Au second niveau, un mur de refend a réduit le volume disponible pour la salle, initialement d'un seul tenant. Celle-ci devint une salle d'audience au XVIe siècle. L'espace chambre, immédiatement sous la chambre du seigneur, était au Moyen-Âge réservé aux dames de Valois. Au XVIIIe siècle, cette chambre devint salle de tribunal, puis elle remplit la fonction de salle de délibération judiciaire. Au premier niveau, l'équivalent de la grande salle fut divisé par 3 murs de refend. Cette division pourrait montrer les traces datant du Moyen-Âge d'un aménagement de cet espace en grange et en étable. Lorsqu'en 1778, ce lieu fut transformé en prison de la ville, le mur de refend intermédiaire fut démoli et 3 cellules de part et d'autre d'un couloir central, soit 6 cellules au total, furent construites entre les 2 murs de refend résiduels à l'est et à l'ouest. L'espace compris entre le mur de refend occidental et la chambre du niveau 1 semble avoir toujours rempli le rôle de cuisine et de fournil. Il devint le foyer de la prison au XVIIIe siècle. Quant à la chambre de ce niveau, elle fit office de loge du concierge de l'auditoire. Qui étaient donc les seigneurs de Crépy-Nanteuil qui ont hérité du domaine que nous venons de décrire et combien de temps l'ont-ils conservé? Qu'est-il advenu de ce domaine? Les premiers seigneurs de la branche cadette des comtes de Crépy, qui portent le nom de Crépy-Nanteuil, se sont vus affublés du qualificatif de dives en latin, ce qui signifie riche en français, car ils possédaient de nombreux fiefs qui les rendaient très puissants et ils bénéficiaient de droits innombrables, dont ceux qu'ils partageaient avec les comtes de Crépy. Ils détenaient par exemple la moitié des droits de Tonlieu sur le marché de Crépy et ceux concernant la gruerie du Valois. Contrairement aux comtes de la branche cousine, les seigneurs de Crépy-Nanteuil furent paisibles, ils géraient leur domaine avec intelligence et justice, mais ils entretenaient en général de bons rapports avec l'Église, ce qui conduisit à la prospérité et à la richesse que nous avons évoquées. La coexistence pacifique avec leurs cousins, les comtes de Crépy, fut toujours d'actualité, y compris lorsque le domaine de ces derniers passa aux Vermandois par le mariage d'Alix de Crépy avec Herbert IV de Vermandois vers 1085. Cette succession, en effet, aurait pu être revendiquée par Adam le Riche de Crépy-Nanteuil au titre du descendant mâle le plus direct de Raoul III de Crépy. Mais il n'en fit rien. Au début de leur lignée, les seigneurs de Crépy-Nanteuil semblaient ne pas favoriser particulièrement Nanteuil ou Crépy en Valois, mais au fil du temps, ils se tournèrent petit à petit vers Nanteuil, où ils construisirent un château, favorisèrent l'installation de bénédictins dans un prieuré, et ils y établirent, in fine, leur nécropole. À la fin du XIIe siècle, Thibaut III ordonna la construction de la chapelle Saint-Aubin à Crépy. Philippe Ier fut le premier seigneur à se faire appeler Philippe de Nanteuil, marquant ainsi sa préférence de résidence dans cette ville et aussi son émancipation par rapport à Crépy. Au début du XIIIe siècle, il changea néanmoins radicalement l'aspect de son domaine de Crépy par la construction de l'auditoire. Ce domaine devint le symbole ostentatoire de sa richesse et de sa puissance. Très jeune, il fit la connaissance de Philippe Auguste à la cour. Il en résulta une grande amitié, consolidée par son aide au roi lors de la plupart des batailles de l'époque, dont Bouvines. Ces liens d'affection le lièrent à Philippe Auguste de façon indéfectible. Il reprenait ainsi un rôle que ses cousins Raoul IV et Raoul V de Crépy avaient joué auprès des rois Louis VI et Louis VII. Cette proximité avec le roi fait mieux comprendre pourquoi, après 1214, la chapelle Saint-Aubin et l'auditoire restèrent la propriété des seigneurs de Nanteuil, alors que le château et le fort de Crépy furent intégrés dans les possessions royales. Mais la famille de Nanteuil ne se perpétua pas très longtemps, car le fils de Philippe n'eut pas d'héritier mâle pour lui succéder. Par son mariage avec Pierre II, le seigneur de Passy, sa petite-fille, Alix de Nanteuil, fit passer en 1268 le domaine des Crépy-Nanteuil chez les Passy, qui furent appelés les seigneurs de Passy-Nanteuil. Par un processus analogue, le domaine passa en 1356 dans la puissante famille des seigneurs de Châtillon, avec le mariage de la fille de Philippe II de Passy-Nanteuil avec Gaucher de Châtillon, chambellan du roi. Selon Jean-Marie Tomasini, Robert II, le dernier des Châtillons, vendit en 1470 le domaine à Marie de Clèves, veuve du duc de Charles d'Orléans et mère de Louis XII, qui le fit ainsi rentrer dans le domaine royal. En 1522, le domaine fut à nouveau démembré, une partie fut vendue, mais le lieu de plaidoirie, appelé plus simplement depuis lors l'auditoire,
fut conservé par l'administration royale. Pour résumer, du XIe siècle jusqu'au début du XVIe siècle, le domaine initialement détenu par les seigneurs de Crépy-Nanteuil passa sous l'autorité successive de 4 familles nobles, les Crépy-Nanteuil, les Nanteuil, puis par les femmes, marquant une rupture nette du lien avec les comtes de Crépy, les Passy-Nanteuil et les Châtillon. Enfin, il finit par rejoindre le domaine royal. Au temps moderne, en 1778, les prisons de Crépy furent installées dans l'auditoire. Pendant la Révolution, le domaine fut vendu comme bien national, puis racheté par la ville en 1828. Pendant un temps, la grande salle de l'auditoire servit de grenier. Puis, la salle de plaidoirie fut transformée en salle de spectacle et elle devint un cinéma après la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'auditoire et la chapelle Saint-Aubin abritent le musée de l'Archerie et du Valois. Le château de Crépy-en-Valois se présente comme un cas exceptionnel sous le double point de vue de la propriété et de l'architecture. Du point de vue de la propriété, il est extrêmement rare au Moyen Âge d'assister dans le nord de la France au démembrement d'un ensemble castral en 1037, alors qu'il était coutumier, à l'époque dans ces régions, d'utiliser le droit d'aînesse comme source du mode de transmission de la propriété. Cette disposition permettait d'éviter l'écueil du démembrement. D'autre part, la cohabitation durable qui s'établit entre 2 lignées comtales au sein d'un seul ensemble castral est une situation assez rarement constatée. Les hasards de l'histoire firent que la branche cadette de Crépy-Nanteuil prit le pas sur la branche aînée des comtes de Crépy en faisant construire un remarquable ensemble aura, caméra, capella, encore bien visible et utilisable de nos jours, malgré les transformations et les vicissitudes subies au cours du temps par le bâtiment, car du domaine initial des comtes de Crépy, il ne reste plus grand-chose aujourd'hui, même si la motte avec ses tours jumelées représentait au Moyen-Âge le symbole de l'autorité des comtes sur le Valois, la région de Crépy. Du point de vue architectural, il est difficile d'attribuer un modèle auquel rattacher les bâtiments de l'auditoire. Peut-être peut-on songer à qualifier cet ensemble de salle à tours, où le bâtiment dédié aux chambres aurait joué le rôle de tour et le bâtiment principal celui des salles. Mais dans cet ensemble, les tours dominent les salles de très peu et la symbolique militaire y est très peu présente, excepté par la présence des chemins de ronde. Une particularité imposée par le commanditaire de ces édifices réside dans leur mode d'accès, où les Crépinois n'étaient autorisés à n'entrer que dans la chapelle Saint-Aubin, contrairement aux occupants de la zone réservée qui avaient accès à l'ensemble des bâtiments. En quelque sorte, l'auditoire, implanté en ville, tournait le dos à cette dernière. Vu la préférence graduelle des seigneurs de Crépy-Nanteuil pour la ville de Nanteuil, l'édifice ne peut pas, à ce titre, être considéré comme un palais, une maison ou un lieu de résidence. Du côté sud-ouest du plateau du Valois, on peut apparenter l'architecture de l'auditoire avec celle de la tour carrée de Montmélian près de Saint-Vite, qui se situe cependant en zone rurale et ne possède donc pas de caractère urbain comme l'auditoire dans le castrum de Crépy. Cette tour carrée, contemporaine de Philippe Auguste, était équipée de grandes salles sans comporter pour autant l'équivalent de la tour-chambre. L'ensemble est aujourd'hui dans un état très dégradé et menace de s'écrouler définitivement. Il ne reste donc que la volonté d'ostentation de la richesse et de la puissance des seigneurs de Crépy-Nanteuil pour expliquer la motivation de Philippe Ier dans la construction d'un tel ensemble, unique dans son genre dans le nord de la France. Parmi les sources documentaires que nous avons utilisées, il faut souligner le travail remarquable effectué par Jean Mesqui sur le château de Crépy-en-Valois, sans lequel le présent diaporama n'aurait pas pu être élaboré, du moins sous sa forme actuelle. Merci de votre attention.